Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'écouter Génération FM. Il est 11 heures passées de 6 minutes dans ce studio. Donc, c'est l'heure du rendez-vous avec votre émission hebdomadaire contradictoire qui reçoit des acteurs politiques de la société civile, mais également de toutes les organisations établies ici à Ziguinchor et ailleurs au plan national. Merci à Albert Gomis qui est aux opérations techniques et à Cheikh Goudiaby qui assure les opérations digitales de cette émission que vous pourrez suivre ensuite sur Facebook ainsi que sur YouTube. Aujourd'hui, nous recevons un invité de l'opposition à Gore. En tout cas, on est en train de surveiller également le camp du pouvoir, mais pour l'instant, les invités de l'opposition qui défilent dans cette émission, nous avons aujourd'hui en face de nous Raphaël Bassène, donc du PASTEF, le PASTEF, la formation d'Ousmane Sonko, qui est là aujourd'hui, Raphaël Bassène, qui est dans le dispositif de la coordination régionale du PASTEF. Raphaël Bassène, bonjour. Bonjour. J'allais dire Raphaël Sonko comme la dernière fois. Alors aujourd'hui, vous êtes dans ce studio pour parler avec nous, avec Contradictoire, 1 heure temps, pour parler politique, mais également questions de société. Raphaël, votre parti, le PASTEF à Ziguinchor, objectivement, comment il se porte? D'abord, un très grand bonjour aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment-ci. Et pour répondre à votre question, je me dis que franchement, là où le Tchad, la courbe est extrêmement croissante. Ousmane Sonko a déjà semé la graine de l'amour et la compréhension dans le cœur des 95% des Ziguinchorois qui ne l'avaient pas connu, mais qui ont appris à le connaître et à l'aimer. Aujourd'hui, il nous appartient seulement à ramasser les fruits mûrs, parce que tout est déjà prêt. Vous avez déjà les fruits. Ouais. Quel baromètre qui vous permet de dire aujourd'hui que la courbe est ascendante? Vous n'avez pas participé à une élection qui permet de dire aujourd'hui que le PASTEF a une courbe ascendante, de baromètre fiable qui vous permet de dire que vous êtes ascendant. Nous sommes allés aux élections législatives pour la première fois, un parti qui est né il y a 4 ans. Et on a été avec des partis qui ont fait 20 ans. On est sorti presque 4e. Je crois que c'est un bon élève. Et 4e, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de paramètres qui n'étaient pas très bien assimilés. Dans beaucoup de bureaux de vote, nos bulletins n'étaient pas présents. Il y avait beaucoup de rétention de cartes. Et je vous assure que aujourd'hui, je crois que si les conditions sont encore réunies à ce niveau de rétention de cartes, parce qu'on a passé plus de 3 ou 4 mois à inviter tous nos militants à aller voir leurs cartes, mais beaucoup sont partis, n'ont pas encore retrouvé leurs cartes. C'est grave. Nous allons revenir sur cet aspect de la rétention des cartes. Nous recevions dimanche dernier le responsable national de la jeunesse du Réumi qui parlait du lancement de l'opération Focartis Nuit Carte. Mais en attendant de revenir sur cet aspect, Raphaël, l'un de vos alliés stratégiques dans la région de Ziguinchor, c'était le maire de Signan. Je dis c'était, bien dans l'imparfait. Ce n'est plus le parfait amour entre vous et le maire de Signan qui a décidé de soutenir le président Sall aux prochaines présidentielles. Là, vous perdez, vous ne pouvez pas le nier, un adversaire, autant pour moi, un allié de taille qui a contribué à votre élection au Parlement. Vous savez, nous, ce que nous appelons un allié, ce n'est pas quelqu'un qui est cagoulé. Au départ, on peut ne pas vous connaître, mais le parti, c'est un système qui, quand vous y êtes et que vous n'êtes pas patriote et que vous n'avez pas le sang patriote, c'est le système qui vous éjecte. Donc, je veux dire par là. Vous voulez dire que celui qui a participé à vous élire n'avait pas la même vision que vous, en fait, au départ, c'est ce qu'il avait prétendu. Mais dans la réalité des choses, aujourd'hui, les choses sont passées réellement. Il est parti. Pourquoi il est parti? Je pense que vous l'avez posé la question. J'allais vous poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre Yankouba et vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pourquoi il vous a lâché? Je vous l'ai dit, le PASTEF, on n'est pas PASTEF, mais on devient PASTEF. PASTEF, c'est un patrimoine. C'est quelqu'un vraiment qui est un patriote. Un patriote, c'est l'amour de sa patrie, dans le vrai sens. On ne peut pas délimiter l'amour et la réalité du patriote dans le vrai sens. Il y en a qui pensent qu'ils sont patriotes, mais arrivés à la pratique, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas patriotes, parce que le don de soi, vraiment, c'est ça le baromètre du patriotisme. Le maire de Signan, durant les élections législatives, 95%, il n'avait pas connu de don de soi. Tout était donné par le parti en général. Mais quand il s'est agi réellement le don de soi, monsieur a préféré dire bonjour à la calebasse de Macky Sall. Et comment? Et il avait combattu Macky Sall au départ.
Quand vous dites qu'il a dit bonjour à la calebasse de Macky Sall, évidemment, quand aujourd'hui... Soyez plus explicite. Aujourd'hui, il a quitté la barque où on donne le sang de soi-même, où on se sacrifie soi-même. Pour aller où? Pour aller à la barque de Macky Sall. Parce que là-bas, au moins, la patrie, la patrie avant le parti, c'est autre chose. Aujourd'hui, on sait que tous ceux qui étaient en location sont devenus aujourd'hui des gens qui sont extrêmement riches. Avec le parti de Macky Sall, on a vu qu'il y a beaucoup de nouveaux riches. Eh bien, monsieur le maire de Signan, il faut devenir riche également. Il est parti dans la calebasse où il deviendra riche, l'espoir de devenir riche. Donc vous pensez que le maire de Signan a été acheté par le président Macky Sall, c'est ce que vous voulez dire? C'est pas facile d'être Pastef. On donne le meilleur de soi. On est parti en campagne avec un budget qui fait un jour de campagne. Un jour de campagne pour les autres, nous, ça nous fait un mois de campagne. Mais ce n'est plus le cas maintenant pour le PASTEF qui a quand même autant de sympathisants à travers le monde qui contribuent à votre campagne, à votre financement. Au moins, on a fait des levées de fonds pour jauger, pour voir ce que les gens pensent de nous. On reviendra sur cette audience du PASTEF au plan international. Je ne peux pas le nier, effectivement, que vous avez une importante plateforme à l'étranger. Peut-être que c'est là-bas où vous êtes plus compris. Vous parlez aujourd'hui de courbe ascendante. Je reviens un peu sur la situation de votre parti. Vous parlez de courbe ascendante au moment où, à ma connaissance, peut-être que je peux me tromper, vous ne contrôlez plus aucune collectivité locale au Sénégal parce que c'est le maire de Signan qui était avec le PASTEF. Comment justifiez-vous donc votre argument de parti bien portant? Est-ce que vous avez une mairie que vous contrôlez au Sénégal? Vous posez une question au présent et vous donnez une référence dans le passé. C'est anachronique. Aujourd'hui, l'époque où on avait à contrôler les mairies n'est pas encore arrivée. Mais l'époque où on devait contrôler également. Mais le baromètre que je vous ai dit, certainement, vous pensez que... Ma question, je la pose, c'est parce qu'on suppose que comme Yankhoba Sagnan, Yankhoba Sagnan, je pense que c'est ça, d'autres maires auraient pu épouser la vision de PASTEF, parce que jusqu'à présent, on disait que le PASTEF contrôle la mairie de Signan, parce qu'on suppose que le maire de Signan était du PASTEF, pas parce qu'on a organisé des élections locales. C'est la seule mairie qu'on avait eu à contrôler. Et comme il est parti, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne contrôle pas une mairie. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est décroissant? Non, je dis c'est le contraire. Vous avez vu dans le YouTube un peu partout quand il va à visite dans les grandes villes du Sénégal, à Touba, à Tivaouane, un peu partout. Vous savez, le Sénégalais aime la vérité. Et Ousmane Sonko n'a que la vérité en bandoulière. Et c'est avec la vérité que Ousmane Sonko a pu conquérir le cœur de 95% des Sénégalais. Pendant 50 ans, les Sénégalais ont été dans un système où ils ont toujours été trompés. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à la bonne parole des Sénégalais, des leaders qui venaient les prêcher la bonne parole. Et une fois qu'ils les élisaient, au moment de l'application, ils faisaient tout à fait le contraire. Donc c'était de déception en déception. Mais 95% des militants aujourd'hui du PASTEF, c'est en général des gens qui étaient déçus avec les pouvoirs antécédents et qui avaient juré de ne plus faire la politique parce qu'ils ne croient pas aux politiciens, ils ne croient pas à la politique, décidément. Mais lorsqu'ils ont rencontré Ousmane Sonko, lorsqu'ils ont écouté Ousmane Sonko, lorsqu'ils ont lu le parcours de Ousmane Sonko, ils se sont rendus compte qu'il ne faut pas jeter l'eau du bébé avec le bébé. Voilà un homme quand même qui franchement a pu convaincre les cœurs. Parce qu'il n'a jamais été dans les liens du pouvoir. Il n'a jamais mangé dans la barque du pouvoir. Dans la périphérie. Ousmane Sonko a été inspecteur principal des impôts. À ce niveau, pendant plus de 15 ans, il a manipulé les milliards de l'État. Et aujourd'hui, aucun rond n'a pu être reproché à ce beau-fils de la Casamance et du Sénégal. J'en veux pour preuve. Macky Sall, s'il pouvait avoir aujourd'hui la preuve la plus petite pour épingler Ousmane Sonko, il aurait payé des milliards pour cela. Il a envoyé tous les cours de contrôle pour voir comment on peut faire pour avoir un seul rond pour épingler ce jeune homme. Malheureusement, il n'a rien trouvé. Donc on a conclu que 15 ans d'exercice du pouvoir, voilà quelqu'un qui est sorti sans faute. Donc voilà quelqu'un de crédible. Si nous voulons confier nos biens à des mains propres, je pense que tous les Sénégalais en sont convaincus. Voilà l'homme qui a fait ses preuves parce que vraiment, il est sans tâche. L'équation qu'il va falloir résoudre maintenant, Raphaël, c'est comment vous comptez vous y prendre avec l'électorat de Signan, parce que c'est un électorat qui certainement va vous échapper alors que vous avez profité aux dernières législatives. C'est déjà fait. Beaucoup de lieutenants de Yankhoba sont revenus après pour dire pardon à Ousmane Sonko et nous ont convoqué même à Signan
Et un dauphin s'est érigé et a convoqué toute la population de Djibidione. Je ne vous dis pas Signan, je dis Djibidione, tout le Djibidione. Oui, on se souvient, on a couvert ça. Et ça a été des chants et des louanges. Je vous rassure que si on allait aux élections entre Yankoba et ce dernier, je crois que Yankoba va regretter. Et on va y aller bientôt. On va voir ce que va poser Yankoba dans le Xinjiang et ce que va poser également le dauphin, son nouveau dauphin qu'on a dans le Xinjiang. Mais je vous assure. Vous êtes l'un des partis au Sénégal, l'un des partis d'opposition qui aujourd'hui avait une voix qui portait. Vous, à Ziguinchor, comment vous vous organisez avec les autres partis de l'opposition pour préparer la présidentielle? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une connexion locale qui est établie entre vous et les partis de l'opposition aujourd'hui, dit représentatifs? Tout à fait. Les ponts sont jetés et une rencontre a eu lieu. On a échangé ensemble et des projets sont en vue. Et je crois qu'on ira ensemble vraiment quand il le faudra et où il le faudra. Parce que nous avons des batailles communes. Et qu'ici, en ce moment-ci, seule l'unité aujourd'hui est le maître mot. Alors, l'autre question stratégique qu'on va aborder, Raphaël, c'est par rapport, entre guillemets, fait un peu l'appeler ainsi, le flou que votre secrétaire général national, M. Ousmane Sonko, entretient, et que le peuple sénégalais a soif d'être édifié aujourd'hui sur son projet politique. Ousmane Sonko a toujours, pour l'instant, différé sa réponse par rapport à sa candidature à l'élection présidentielle 2019. À chaque fois qu'on lui a demandé s'il va faire face à Macky Sall, il a pour l'instant entretenu le flou. Ousmane Sonko, est-ce que vous êtes d'avis, vous ces militants, qu'il va vraiment briguer la magistrature suprême en 2019? Vous êtes aussi pressé que tous les Sénégalais. Ah oui, mais c'est normal, on a besoin de savoir quel est le projet politique d'Ousmane Sonko. C'est normal que vous frappez à la porte et en oubliant que chaque chose a son temps. En ce moment-ci, quel est le parti politique qui a étalé son programme? Oui, mais on a beaucoup de candidatures déclarées. Oui, on a Agibou Soumaré qui s'est déclaré candidat. On a entendu d'autres candidatures qui ont été déclarées. Il a été le premier depuis les élections passées lors de la campagne à son village à Bessir. Là, il a proclamé sa candidature. Donc, je pense que vous le voulez de façon officielle. Vous l'aurez, mais en son temps. Ne soyez pas pressés. C'est le seul aujourd'hui il va vraiment vous surprendre, parce que Ousmane Sonko a toujours surpris les Sénégalais. Il a annoncé les couleurs en disant qu'il faut changer de système. Et je pense que ça, c'est le grand programme, le changement de système. Personne n'a parlé de changement de système ici. Et on sait que le malade, il faut aller au fond de la maladie, au plus profond de la maladie pour diagnostiquer et extirper la maladie du Sénégal. C'est le système. Et ce système-là, il est le seul aujourd'hui devant tous les candidats à trouver vraiment le vrai mal du Sénégal, la maladie du Sénégalais, pour pouvoir le soigner. Si on ne trouve pas la maladie, on ne peut pas soigner le malade. On risque de tuer même ou d'augmenter sa maladie. Je pense que déjà qu'il a annoncé les couleurs, qu'il faut changer le système, parce qu'il a compris le système, il a vécu le système, il a étudié le système pour le mettre de côté. Et il va proposer un nouveau système. Et je pense que c'est là où les Sénégalais attendent. C'est pourquoi les Sénégalais sont pressés, parce qu'ils ont soif d'un nouveau système. Mais vous, à la base, vous, ces militants, est-ce que vous n'avez pas la même soif d'être édifié par Ousmane Sonko, s'il va être candidat ou s'il ne le sera pas? Ou est-ce on n'a pas de doute. Est-ce qu'à un moment où on vous parle, vous disposez des éléments d'information qui vous permettent de savoir si Ousmane est candidat ou pas? On n'a pas de doute. Qu'il sera candidat? On n'a pas de doute là-dessus. C'est clair comme de l'eau de roche. Ça, c'est une aspiration du peuple. Qu'il le veuille ou non, il sera candidat. Nous l'imposerons parce qu'il doit être candidat. Il n'y a pas meilleur que lui. Ça, c'est nous, le peuple, qui l'exige. Et vous avez la certitude de ce que vous dites là? Il le sera. By force, c'est le peuple qui a soif, le peuple qui a besoin de changement de système. Et pourquoi Ousmane continue de décliner, continue de différer un peu toujours sa réponse par rapport le à ça? jour viendra. Est-ce que peut-être qu'il n'est pas en train de négocier avec d'autres partis de l'opposition pour une coalition également? Ben, peu importe le parti qui viendra, mais à condition que ce parti accepte le changement de système. C'est pas facile le changement de système. Le système qu'Ousmane Sonko propose, c'est pas facile pour les Sénégalais. Ça va être très dur, ça va pas être facile, parce que le système auquel on est habitué, le système auquel on a été nourri dans le biberon pendant des années, pour le changer, ça ne va pas être facile, on en est conscient. On a commencé d'abord par nous-mêmes, les militants du PASTEF, par nous changer nous-mêmes, par accepter le don de soi,
avant que nous pensions à faire les autres à faire le contraire, nous avons compris qu'il faut le don de soi pour que changer ce Sénégal. C'est ce que les observateurs de la scène politique sénégalaise un peu vous reprochent, c'est le profil que vous imposez à vos alliés stratégiques. Vous estimez que vous choisissez vos alliés. C'est des gens qui, par exemple, n'ont jamais été dans les affaires, qui n'ont jamais été au pouvoir, qui n'ont jamais géré dans des gestions que tu qualifies de nébuleuses. Est-ce que vous pensez que dans cette voie, vraiment, vous parviendrez à la présidence de la République? Vraiment? Nous y parviendrons avec l'association de tous les Sénégalais qui aiment le bon et le pur et le blanc. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays de religieux qui aime la vérité, qui prend la vérité en bandoulière. Et aujourd'hui, si nous avons un leader dont le président au pouvoir même a eu à faire la preuve que c'est quelqu'un qui est tout propre parce qu'il n'a pas réussi à l'épingler, quelqu'un qui a jonglé avec des milliards de l'État pendant 15 ans et qui n'a même pas touché un seul rond, je crois que ça seulement, ça a permis aux Sénégalais de croire en l'homme. Et mieux encore, quelqu'un qui a donné sa vie, parce qu'en voyant, en dénonçant ce que le trésor de Noumélan cachait, et c'est le seul qui a osé, au prix de sa vie, à dénoncer le trésor de Noumélan. Combien de puits de pétrole ont été planqués? Combien de biens des Sénégalais n'ont jamais été connus par les Sénégalais? Et aujourd'hui, grâce à Ousmane Sonko, il n'a pas levé un pan du voile, mais il a enlevé toute la couverture Alva Feigné. Et les Sénégalais étaient surpris qu'on avait toutes ces richesses, des ressources naturelles inimaginables qu'on nous avait cachées et qu'on se servait pour se servir. Mais les Sénégalais ont dit à Ousmane, sois béni, sois les bienvenus. Donc je dis, même vous les journalistes, soyez heureux, parce que vous pourrez au moins jouir un jour ou l'autre des fruits qui appartiennent à tous les Sénégalais. Et c'est ça auquel nous rendons Ousmane Sonko. Et c'est la question pour les Sénégalais de dire merci pour avoir connu au moins ce que nous avait caché. Vous vous imaginez le zircon qu'on n'a jamais connu, qui est aujourd'hui une richesse inimaginable, dont nous avons au moins des potentialités. Le pétrole qu'on a déjà vendu, vraiment, et que vraiment, non, c'est inimaginable. Inimaginable les potentialités de recherche, des ressources que le bon Dieu a gratifié le Sénégal. Vraiment, et grâce à Ousmane Sonko, au prix de sa vie, parce qu'on l'a renvoyé. Pourquoi? Pour avoir de la vérité. Nous sommes avec Raphaël Bassène, le chargé de la communication, c'est ça? Oui. De la coordination. Pas la commission, le massificateur. Ah ouais, c'est la propagande, quoi. Pourquoi? C'est un peu ce qu'on appelle dans les autres partis le chargé de la propagande, qui va un peu à la recherche des militants. Raphaël, on va revenir à l'actualité, les questions fortes de l'actualité nationale. Nous démarrons d'abord par l'affaire Cheikh Bamba Dièye. C'était hier, l'opposant, le coordinateur national du FSD/BJ, convoqué à la division des investigations criminelles, qui a différé à la convocation. Est-ce un précédent dangereux pour notre République? En fait, pour dire vrai, j'ai pas suivi. J'étais en voyage. J'étais en voyage en Gambie pour un certain temps. C'est après que j'ai eu information de cela. Et je suis en train de voir les informations les plus profondes pour pouvoir apporter mon point de vue là-dessus. Mais quand même, vous avez un point de vue à donner, c'est par rapport à la convocation systématique des opposants quand ils font quelquefois des sorties. Cheikh Bamba Dièye, on lui reproche d'avoir qualifié certains magistrats, notamment le juge Lamotte et Demba Kandji, de corrompus. C'est deux juges qui sont en train de surveiller, qui ont, disons, dirigé le procès de Khalifa Ababacar Sall. Cette convocation des opposants, et quel rapport entre le rejet, le fait que Bamba Dièye ne réponde pas à la convocation de la justice et le fait que la justice soit là à convoquer de façon périodique les opposants? Comment vous faites quelle lecture vous faites-vous de ce contexte? Bon, d'emblée, parce que la justice en tant que telle, est-ce que réellement elle est indépendante? Parce que la justice a crié haut et fort qu'elle n'est pas indépendante. Maintenant, si cette justice qui n'est pas indépendante et que convoque un opposant qui trouve que franchement je ne vais pas répondre à cette justice, il aura à répondre parce que on n'y peut absolument rien. Elle est là, cette justice-là, et que vraiment on aurait souhaité qu'elle soit vraiment indépendante, cette justice, qu'on la permette d'avoir ce qu'elle a toujours réclamé, cette justice. Mais malheureusement, quand cette justice elle-même ne l'est pas, elle a proclamé et continue à réclamer d'être indépendante, ça pose problème des fois.
Donc, à ce sujet maintenant... Cette convocation de Cheikh Bamba Dièye survient 24 à 48 heures après la sortie du ministre de la Justice qui qualifiait la sortie de l'opposant Cheikh Bamba Dièye d'irresponsable. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapprochement entre ces deux événements? Ben, je ne saurais me répondre. Quelle appréciation de l'ensemble donc faites-vous un peu de la justice aujourd'hui au Sénégal? Bon, c'est ce que j'avais dit tantôt. J'avais dit que la justice elle-même n'est pas indépendante. C'est eux qui l'ont dit haut et fort. Vous voyez? Et que, deuxièmement, quand la justice ne peut pas aujourd'hui être saisie ou s'autosaisir dans certains cas, il y a un problème. Quand aujourd'hui les enquêteurs, les cours de contrôle ont eu à avoir des arguments, des preuves à l'appui qu'un monsieur X ou un monsieur Y a dilapidé les fonds et qu'au lieu d'autosaisir la justice, on remet au président de la République les documents qui prouvent que tel monsieur ou tel monsieur a dilapidé les caisses de la République. Et que monsieur le président de la République mette le coude là-dessus. Mais c'est l'exécutif, c'est pas lui c'est pas lui la justice. Pourquoi remettre au président de la République toutes les informations relevant de quelqu'un qui a dilapidé les fonds de la République? En vertu de quoi? C'est pas lui la justice. Voilà la preuve en est que où on n'est pas dans une république, on est dans une royauté. Parce que normalement, dans une république, la justice doit être indépendante. Elle peut s'autosaisir. Vous voyez? Mais quand aujourd'hui, on remarque que monsieur peut dilapider, mais quand il est sous le contrôle de l'État, ça passe inaperçu, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Mais quand tu es de l'autre côté, ah non, automatiquement tu es saisi, tu es emprisonné. Mais on est où là? De grâce qu'on libère la justice. Tu es un magistrat, tu causes beaucoup de problèmes, on t'affecte ailleurs pour te faire te taire. On n'est pas, c'est pas bien. Il faudrait que le Macky Sall qui avait dit la patrie avant le parti. Et c'est pour cela qu'on l'avait élu. C'est pour cela, moi-même qui te parle, je l'ai élu. Parce que je croyais à ce qu'il avait dit. Mais malheureusement, 24 heures, un mois après qu'il s'est installé, on n'a pas reconnu Macky Sall. Le parti est devenu devant la patrie. L'indépendance de la justice qu'il avait dit, qu'il avait promis. Si vous me lisez, je ne suis pas venu pour construire des routes et des ponts, je suis venu pour construire un état de droit. Mais un état de droit commence par l'indépendance de la justice. Mais malheureusement, c'est tout à fait le contraire. Il a catché à gauche la justice. Il reste qu'à faire un croc en jambe pour judoter la justice de l'autre côté dans le camp de la paix. Donc je crois qu'il faudrait quand même que nous soyons tous des Sénégalais libres et indépendants pour que quand même la justice qui a tantôt crié son indépendance, ouais, pour être libre. Quelles peuvent être les conséquences de cette situation que vous décrivez? Est-ce que finalement le fait que Cheikh Bamba Dièye ne réponde pas à la justice n'est peut-être pas un peu le reflet de cette critique adressée à la justice, c'est-à-dire à sa dépendance par rapport à l'exécutif? Bon, si Cheikh Bamba Dièye a trouvé que c'était les guider de sorte que ce n'est pas réellement la justice en tant que telle à laquelle il doit déroger, parce que je connais pas bien l'homme, mais je l'ai suivi, je sais que c'est un républicain. C'est quelqu'un avec qui on a cheminé pendant les élections, l'élection de Macky Sall, ici à Ziguinchor. On a connu l'homme, on a échangé avec l'homme. Il est tout républicain. Donc normalement, s'il ne déroge pas à cette convocation, j'aimerais bien qu'on lui donne le micro pour qu'il puisse s'exprimer. Nul autre ne peut s'exprimer réellement, véritablement à la place de l'homme. Mais je crois que dans peu de temps, on aura sa réponse. Et je crois que ça serait très convaincant. On l'a entendu hier dans une conférence de presse dire que si la division des investigations criminelles tenait à ce qu'il réponde donc à cette convocation, qu'elle devrait saisir l'Assemblée nationale, le Parlement, afin que celle-ci lève son immunité parlementaire. Raphaël Sonko est avec nous du PASTEF aujourd'hui. Nous allons parler de l'autre question brûlante de l'actualité nationale, c'est l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Comment au PASTEF, on a entendu, c'est vrai, Ousmane Sonko faire des sorties sur ce dossier, ce chapitre politico-judiciaire qui tient le Sénégal en haleine depuis bientôt un an. Comment vous, au niveau du PASTEF, vous appréciez ce procès?
D'abord, comme vous m'appelez Raphaël Sonko, Raphaël Bassène, hein? Non, Mais il je veux faudra bien. appeler Sonko, il n'y a pas de Non, souci. je veux bien parce que je serais vraiment souhaité que tous les Sénégalais portent le nom de Sonko aujourd'hui. Parce que voilà le nom aujourd'hui qui fait référence. On t'appellera Lamine Sonko, on t'appellera Raphaël Sonko, mais tout le monde est Sonko, c'est très bien. Absolument. Donc, je dirais l'affaire Khalifa Sall, nous l'avons tous suivi. Vraiment, c'est déplorable. Pourquoi? Parce que Khalifa, ça a été une erreur. Une erreur dans le sens où c'était une pratique qui était toujours là et qu'il est venu, il n'a pas changé, il a continué à pratiquer cette pratique et malheureusement, l'épée de Damoclès s'est acharnée sur lui alors que si réellement la justice était la justice, aujourd'hui il a des devanciers. Il y a des gens qui ont eu à maille avec la justice et qui doivent 100 fois plus que ce que Macky Sall doit. Et que vraiment, ils sont là en train de faire les beaux jours devant les Sénégalais, à dandiner devant les Sénégalais pour avoir mangé leur argent gratuitement. Où est la justice? Elle est aveugle ou bien cette justice-là? Pendant qu'aujourd'hui, on prend un ancien maire, un maire qui n'a même pas besoin de fuir. Mais on laisse la liberté provisoire et on poursuit à voir où est-ce qu'on peut trouver les sous. Et la justice continue son coup. Mais l'arrêter complètement. Comme si c'était un vulgaire prisonnier qui pouvait s'échapper. Alors on l'arrête. Alors qu'on aurait pu laisser la liberté provisoire et que la justice continue son cours. Mais non, on s'acharne devant l'homme. On l'emprisonne. On le prive de toute liberté comme un brigand. Mais c'est extraordinaire. Alors que, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont détourné et qui étaient prêts à démissionner. On se courbe dans ce dernier, on ne démissionnait pas. Alors, mais on est où? Et vous voulez dire que ça c'est la justice? Mais non, c'est dangereux pour tous les Sénégalais. Si nous perdons la justice, on quitte la République et on retourne dans la royauté, où le pouvoir se retrouve entre les mains d'un individu. Aujourd'hui, l'Assemblée, il décide tout ce qu'il veut. Il a le pouvoir de l'Assemblée. La justice, également, il participe à la magistrature suprême, au conseil de la magistrature suprême. Mais qu'est-ce qu'il lui reste comme pouvoir? Peut-être la presse. Mais où allons-nous? Donc, le pauvre Khalifa Sall, c'était bien calculé. Dès qu'il est installé, automatiquement, Macky Sall a automatiquement essayé de neutraliser ses adversaires potentiels en se barricadant derrière la justice. Avec de beaux prétextes. Où est Karim? On reviendra sur l'affaire Karim Wade. Un peu ce qui a fait un peu bruit dans le procès Khalifa Ababacar Sall, c'est le procès en appel avec un peu la directive de la Cour communautaire qui a estimé que les droits du détenu n'ont pas été respectés dans la procédure. Malgré tout, la juridiction nationale, qui est la Cour d'appel, n'a pas voulu donc répondre à cette directive, disons, n'a pas voulu se soumettre à cette directive de la Cour d'appel CEDEAO. Est-ce qu'en ce moment, vous estimez que cela confirme que c'est une cabale politique contre le maire de Dakar? Évidemment. Évidemment, le Sénégal a toujours fait appel à cette cour de la CEDEAO, tant que ça l'arrangeait. Mais aujourd'hui que cette cour a donné raison à Khalifa, mais le Sénégal en sortirait grandi en acceptant ce verdict. Mais malheureusement, il donne un bon coup de pied à droite pour être maintenant champion de l'irrespect de la justice. Mais c'est déplorable. Le Sénégal qui avait connu un grand bond en avant sur le plan national et international au niveau de la justice, aujourd'hui, c'est des pas en arrière que nous marquons. Il faudrait que Ousmane Sonko vienne de grâce pour nous remettre dans la situation où on devait être. Aujourd'hui, nous devons être des références en Afrique. Mais malheureusement, on ne sait pas Macky. Macky, de grâce, il m'entend. Qu'il sache qu'on ne l'a pas élu pour ça. On l'a élu pour qu'il mène en avant et non pas pour qu'il puisse détruire des leaders politiques. Quand l'opposition dénonce un peu la dépendance de la justice à l'exécutif, qu'est-ce qu'il faut interpeller? C'est le président Macky Sall qu'il faut interpeller ou c'est la conscience des magistrats qu'il faut interpeller? Mais justement, c'est la conscience des magistrats. L'indépendance ne se donne pas. Donc Macky Sall est accusé à tort parce que Macky Sall est un haut fonctionnaire, comme les magistrats également sont des fonctionnaires. On a vu ceux qui ont démissionné, qui ne pouvaient pas accepter cette situation. Ils ont démissionné.
Mais c'est ceux qui sont restés là-bas et qui crient qu'ils ne sont pas libres, à eux de prendre leur liberté. Ça ne se donne pas. Mais la Cour constitutionnelle, on en viendra certainement quand on va toucher la partie du parrainage, on en viendra. On en parlait tout à l'heure. Donc quand aujourd'hui la justice est incompétente, la Cour constitutionnelle est incompétente dans certains éléments, mais il y a un problème. Alors que c'est l'instance suprême. C'est pas possible. Donc, c'est une lutte entre les trois pouvoirs pour se maintenir. La justice s'est retrouvée en croc en jambe avec l'exécutif et n'a qu'à voir comment enlever ce croc en jambe pour être libre. Le peuple souhaite bien qu'il soit libre, mais le peuple ne peut pas descendre dans la rue pour la justice. Oui, on a entendu Souleymane Teliko dans l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal appeler les magistrats à l'introspection. Par rapport à l'affaire Karim Wade, l'autre affaire politico-judiciaire, Karim Wade qui déclare sa candidature, il fait l'objet d'inscription sur les listes électorales. Comment également au niveau du PASTEF vous appréciez cet état de fait? Macky n'a qu'à libérer Karim. On ne sait même pas où est-ce qu'on en est. Mais Karim n'est pas emprisonné, il est au Qatar. Non, mais depuis quand qu'on libère un prisonnier escorté de la prison jusqu'à l'extérieur? Karim, lorsqu'on l'a libéré, entre guillemets, c'est de la prison qu'on l'a escorté jusqu'à l'aéroport. C'est ça la liberté? C'est un exil. Macky Sall n'a qu'à accepter les règles du jeu et jouer librement avec quiconque qui veut candidat pour ce poste de présidentiable. Est-ce que tu as vu? Et que le meilleur gagne. C'est beau. Il faut être sportif. Macky Sall, quand il a prétendu à cette magistrature suprême, il a trouvé des règles vraiment préétablies. Il a joué, il a gagné. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'il renverse ces règles-là, parce que c'est un recul de la démocratie. C'est ça que nous le reprochons. Donc Karim Wade, il a droit à être candidat comme il est libre. Vous avez dit tout à l'heure vous-même que Karim a été libéré. Mais pourquoi on ne peut pas faire sa candidature? C'est la question que tous les Sénégalais se posent, parce qu'il y a une zone d'ombre autour de Karim qui ne se dit pas. Il a été accusé d'avoir utilisé l'argent des Sénégalais à des milliards. Bien, on attend. La justice l'a libéré. Et tout le monde a entendu que Karim est libre. Mais malheureusement, de quelle liberté on nous parle? Mais on ne comprend pas au Sénégal. Une liberté où le prisonnier est escorté jusqu'à la sortie du Sénégal et confié à un pays étranger. Pourquoi Karim ne vient pas au Sénégal alors qu'il veut venir au Sénégal? Mais il y a des questions qui se posent. Visiblement, il va pas. Visiblement, pour l'instant, en tout moment, on peut être catégorique. Il risque de ne pas participer aux élections à partir du moment en termes de légalité, il n'est pas inscrit sur les listes électorales. C'était un dessein de la République, à tort, de refuser à un Sénégalais qui veut être candidat de ne pas être candidat. S'il ne remplit pas les conditions d'être candidat. Quelles conditions? Il est libre. Vous l'avez dit. Il est libre. Quelles conditions ne remplit pas? J'aimerais le savoir. Il a été acquitté. Il est libre. Pourquoi on refuse qu'il soit candidat? Il veut bien être candidat, mais on crée des conditions qu'il ne remplit pas. Comment il peut remplir des conditions s'il n'est pas au Sénégal? Si Macky Sall veut qu'il soit libre, qu'il soit candidat et qu'il joue avec lui, il va jouer et il sera libre. Que le meilleur gagne. Raphaël, on va parler de l'autre question très brûlante d'actualité, même si elle semble être dépassée. Le débat se poursuit là-dessus quand même. C'est la loi sur le parrainage qui a été adoptée et promulguée par le chef de l'État. Au moment où nous parlons, la campagne de communication autour de ce que c'est que le parrainage est en cours. On a vu un peu les spots publicitaires au niveau des radios, des télévisions donc, dans notre pays. Raphaël, le président Sall semble avoir pris une victoire sur l'opposition sur ce parrainage parce que vous aviez toujours clamé que ça n'allait pas passer, mais c'est passé comme lettre à la poste, ça a été voté, promulgué et ça va être exécuté. Vous avez suivi Bernard Casimir Demba Cissé à la gouvernance de Ziguinchor. Ce jour-là, qu'ils ont levé le coin du roi. Ah oui, c'est-à-dire? Et ça a été une humiliation totale. Ils n'avaient jamais communiqué de la sorte sur ce parrainage. Mais aujourd'hui, il reste un pan qui n'est pas encore levé. Mais la moitié a été découvert à Alva-Féni. C'est-à-dire, on vient de comprendre
quand ils ont affirmé que ce n'est pas la signature qui compte, c'est le numéro de carte d'identité qui compte. Vous le saviez auparavant en tant que journaliste? Non. Personne ne s'imaginait cela. Ce n'est que quand on a appris que c'est le numéro de carte d'identité qui compte qu'on a fait le rapprochement. Et lequel? Qu'est-ce qui a valu pendant un certain temps une campagne de publication, de création d'emplois, de financement par-ci par-là? C'était pour la collecte déguisée des numéros de carte d'identité. Aujourd'hui, ils ont assoiffé les Sénégalais et ils les ont appâtés avec ces projets faramineux et tous se sont rués là-dessus pour donner leur numéro de carte d'identité. Et jusqu'à présent, zéro. Ils ont fini avec ces projets. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ce sont ces numéros de carte d'identité. Alors maintenant, il suffit simplement que le 25, en 24 heures, ils vont plager tous ces numéros de carte d'identité pour dire que voilà les gens qui nous ont parrainés. Et quand nous, on va faire le terrain, pour que les gens nous apportent leur signature, il se trouve que déjà, ils ont leur numéro de carte d'identité dans les carnets de la paire. Et quand on viendra, ils diront que c'est un doublon. Un cas comme ça, ils disent que la Cour constitutionnelle est incompétente. Mais Raphaël, le président Sall et son régime, son clan, comme vous le dites, ne peuvent pas avoir recensé les numéros de pièces des 14 millions de Sénégalais, leur promettant quand même des financements. C'est un prétexte quand même pour argumenter contre le parrainage. Nous n'avons pas 14 millions d'électeurs. Nous sommes 14 millions de Sénégalais, mais nous n'avons pas 14 millions d'électeurs. C'est très facile. Aujourd'hui, vous savez que le système a fait de sorte que pour trouver de l'emploi, il faut un financement. Et la promesse de financement attire plusieurs Sénégalais, pas par conviction politique, mais par conviction économique. Quel est le Sénégalais aujourd'hui qui va résister à une promesse de financement? Je ne vois pas. Alors, c'est ce qui a été utilisé. Et vous êtes d'accord avec moi que 2 ou 3 mois en arrière, beaucoup de promesses ont été faites pour les financements des jeunes, des femmes. Ça, au moins, ce n'est pas n'importe quoi. Ils n'avaient pas dit en son temps que le parrainage, ce qui compte, c'est le numéro de carte d'identité. Ils n'avaient pas dit. Mais c'est aujourd'hui qu'on a compris que ce n'est pas la signature qui compte, mais c'est le numéro de carte d'identité. La carte d'identité. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça? Si vous attendez jusqu'à ce que vous avez déjà collecté autant de numéros de carte d'identité que possible, vous prenez la bourse familiale. Combien de Sénégalais aujourd'hui perçoivent la bourse familiale avec leur signature dedans? Combien de Sénégalais aujourd'hui avec la CMU ont apposé leur signature à leur carte d'identité? Combien aujourd'hui des programmes sociaux, entre guillemets, ont été mis à disposition des Sénégalais et on a leur numéro de carte d'identité? Est-ce que c'est sérieux de dire que c'est le numéro de carte d'identité qui va compter dans le parrainage sans pour autant permettre aux Sénégalais, très tôt, bien avant, lorsqu'on a promulgué la loi, de comprendre en fait que c'est le numéro de carte d'identité qui compte? Et d'attendre à la veille, le 25, c'est dans peu de jours. Donc dans moins de 1 mois, on informe que c'est le numéro de carte d'identité qui compte parce qu'ils ont déjà presque le numéro de carte d'identité par derrière. Alors, c'est pas légal, c'est pas bien. Et mieux encore, le juge, quand il y aura litige, mais c'est le ministre de l'Intérieur qui va arbitrer. Mais qui est ce ministre de l'Intérieur là? Car Raphaël et Lamine parrainent la même équipe, arbitre dans la même équipe, mais on gagne. Donc aujourd'hui, lui qui avait clamé haut et fort qu'il va travailler pour la réélection du président Macky Sall, c'est lui qui devient arbitre aujourd'hui de ce match-là. Mais Sénégalais et Sénégalaises, épris de justice et de paix, quand même, ça se voit à l'œil, c'est cousu de fil blanc. Là, Macky a montré que carrément, voilà comment je vais jouer. L'arbitre sera de mon équipe. Il sera même un joueur de mon équipe. Alors, vous voulez me dire là
que ce jeu-là est gagné d'avance. Raphaël, vous pensez qu'on en est à un point où au Sénégal, le ministre de l'Intérieur soit en mesure d'influencer le vote des Sénégalais, de falsifier des résultats? Ce n'est même pas de falsifier. D'abord, avant les élections, il faut que tu traverses la barrière du parrainage. Il faut traverser la barrière du parrainage. Vous pensez que vous allez avoir des difficultés à collecter 2000 signatures par région? Non, c'est le contraire. Au contraire, si ce n'était que vraiment dans la légalité, dans la transparence, est-ce qu'on n'aurait pas plus de signatures que mais pourquoi vous inquiétez alors? Nous nous inquiétons pourquoi? Parce que quand il y aura litige, c'est le ministre de l'Intérieur qui va arbitrer. C'est là où nous nous inquiétons. Et c'est là où on n'a pas confiance. Parce que lui-même, il a dit. Et le litige ne peut pas manquer. Le litige, il y aura des litiges. Parce que déjà, eux, ils ont presque tous les numéros de carte d'identité. Ils ont recensé tous les numéros de carte d'identité. Ils ont ça par devers eux. Ils ont le ministre de l'Intérieur. Non, les cartes d'identité, ça, franchement, ils ont par devers eux. Non, nous-mêmes, ils ont notre numéro de carte d'identité. Qu'ils vont plagier directement dans les fiches de parrainage. C'est facile, ça. Même vous, ils ont votre numéro de carte d'identité. Vous n'y pouvez rien, c'est l'État. Mais moi, je ne parraine personne. Hein. Vous n'avez pas? Je ne parraine personne. Non, vous ne parrainez pas, mais vous allez parrainer par force, parce que quand on va mettre votre numéro dans une liste, c'est pas vous. C'est pas vous. On l'a mis et vous avez parrainé sans s'en rendre compte. Est-ce qu'ils vont l'afficher? On va voir. En combien de temps? Tout ça, c'est des questions qu'on veut savoir. Est-ce que ça, vous avez abordé ça au plan national, avec votre parti, avec les autres partis de l'opposition, parce qu'apparemment, c'est une question qui n'est pas encore suffisamment mise en exergue pour un peu sensibiliser les Sénégalais sur la délicatesse de la situation. Mais je suis en ce moment-ci, quand est-ce qu'ils ont levé le pan du voile? La semaine dernière, quand Bernard Demba-Cissé était là, qu'on a su qu'est-ce qui se tramait. Alors, et c'est le 25 que le parrainage va démarrer. Où? Au Sénégal. Le 25 août, je veux dire. Oui. Alors, donc, ils attendent. Si c'était au football, on aurait dit, ils envoient la balle au niveau du 18 pour maintenant dire jouer. Mais attendez. Tous les attaquants, les défenseurs sont en congé, on vient dans le 18, l'arbitre siffle jouer. Mais c'est extraordinaire. C'est pas démocratique. Raphaël, est-ce que vous pensez que vous ne vous dites pas que le peuple sénégalais est suffisamment mûr, plus mature que les politiques, et que ce peuple choisit l'homme qu'il veut, et c'est l'homme qu'il veut qui le dirige, parce qu'on a eu des expériences dans le passé. On a vu qu'en 2000, quand il y a eu la volonté de changement, Abdou Diouf est parti. En 2012, quoique les élections arbitrées par un libéral qui est Ousmane Ngom, quand il y a eu la volonté de changement, il a eu lieu avec l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette petite marche de confiance qui vous permet de dire quand même que le peuple sénégalais, quand il voudra changer, il change? On n'a pas de problème avec le peuple sénégalais. L'appareil d'État est un appareil d'État. Il est très fort et très puissant. Ça ne veut pas dire que nous avons capitulé. Ça ne veut pas dire que le peuple sénégalais a capitulé. Mais l'instrument est un instrument qui est extrêmement important. C'est un levier qui, si on l'active, peut soulever une montagne, peut soulever un peuple. Raison pour laquelle nous avertissons Macky Sall de faire attention. Il est en train de jouer avec un levier dont il n'imagine pas la force. Et c'est cette force-là qui a eu à propulser, à dégager le PDS en son temps, et qu'il a installé. Et qu'il est arrivé, il s'est mis en mécanicien pour dérégler le système et de mettre un levier, pensant qu'aujourd'hui, il pourra jouer comme il veut avec ce levier. Il risque de s'éjecter lui-même s'il ne fait pas attention avec ce levier, parce qu'il ne sait pas où est le ressort. Le ressort se trouve dans le cœur des Sénégalais. Les Sénégalais de centre ne sont pas les Sénégalais d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus en plus rapprochés de la chose publique. Les gens prennent de plus en plus conscience que leur vie de quotidien dépend de la carte qu'ils ont entre les bras. Le Sénégalais comprend de plus en plus aujourd'hui que ce pouvoir qui est là est un pouvoir que lui il a installé. Que c'est le peuple qui l'a installé, mais ce n'est pas le peuple qui a installé le peuple, ce n'est pas le pouvoir qui a installé le peuple. Donc Macky Sall n'a qu'à faire attention. Il est en train de jouer avec le feu, eh bien, les sapeurs-pompiers ne pourront pas éteindre si jamais ils s'enflamment ici, là. Il faut éviter d'en arriver là, parce que c'est un point de non-retour. Donc le jeu démocratique est fait pour qu'on puisse avoir une stabilité nationale, que les règles soient respectées pour que tout soit bien confiant. Mais un hold-up
ne passe jamais actuellement avec le Sénégal. Les Sénégalais sont extrêmement mûrs. Je le disais tout à l'heure, ils sont plus mûrs même que les politiques que vous êtes. On reviendra un peu, Raphaël, sur... oui, parce que c'est vrai, la grande masse qui vote, c'est pas cette masse qui se déplace dans les meetings politiques, on a fait le constat, c'est pas cette masse qui applaudit dans les rues, mais c'est celle-là qui est dans les maisons, qui va au travail, qui rentre à la maison tranquillement, qui prend son thé et qui regarde la télé. Raphaël, on va parler du parrainage, des candidatures, justement. Une dernière question sur cet aspect. Si je ne m'abuse, il faut mobiliser au moins 2000 signatures, au moins dans cette région du Sénégal. Vous avez cette région où vous pouvez mobiliser aujourd'hui 2000 signatures avec certitude pour porter la candidature de Sonko. Je vous dis simplement Ziguinchor, la région de Ziguinchor. À elle seule va porter... Nous faisons 585 villages. Et dans chaque village, vous avez une équipe de PASTEF. C'est comme ça que vous calculez? Rien que le bureau composé de 10 personnes multiplié par 585, là, ça nous fait presque 10 000 et quelques. Ne rassurez-vous. Donc les signatures, le PASTEF va régler le problème? Non, c'est pas. Si jamais. Mais ça va une c'est pas une répartition, c'est pas une répartition circonscrite à une région. C'est une répartition circonscrite au moins dans cette région du Sénégal, on a dit. Dans le déploiement national, est-ce que vous avez pris en charge cet aspect-là? Si simplement il ne tenait que des calculs numériques, allez vous reposer, commencez à chanter et à danser le passé. C'est pas extraordinaire, les litiges, vous étiez défavorable? Vous avez dit, pas extraordinaire, vous avez dit, hein? Évidemment, avec un arbitre, si on en arrive au litige, alors il y a des problèmes. Si on arrive au litige, les problèmes sont déjà là. Bonjour les dégâts. Parce que déjà l'arbitre pose problème. En cas de litige, il faut que nous soyons tous d'accord avec l'arbitre. Mais si j'ai un problème avec vous, et que vraiment, M. Albert est votre arbitre, il prendra ma part. Mais évidemment. Absolument. On reviendra sur ça la prochaine fois probablement. Raphaël, on parle maintenant du chapitre social. On a un peu plus de 6 minutes. C'est par rapport au bilan social du président Sall. C'est un peu par rapport aux infrastructures, à l'éducation, à la santé. De façon globale, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment dommage et triste. Ah oui, pourquoi? Parce que le président Sall est en train de mettre en œuvre des politiques sociales importantes avec la gratuité des soins, la CMU, le plan Sésame, beaucoup de programmes mis en œuvre qui étaient payants dans le passé mais qui sont aujourd'hui gratuits. Et vous dites que c'est dommage? Ça a été un couteau dans le cœur des Sénégalais. Parce que vous prenez la santé. Je vais aller élément par élément. Vous prenez la santé. Aujourd'hui, la gratuité a produit un effet néfaste et négatif. Je suis membre du conseil d'administration de l'hôpital régional. La gratuité, aujourd'hui, ce que ça a produit, l'État n'a pas remboursé. Ça allait bien jouer si l'État demande de prendre en charge et que l'autre partie, l'État rembourse. Le jeu serait très bien. Vous voulez dire que les hôpitaux sont à genoux? Mais bientôt, ils vont sortir dans la rue. Ils n'ont rien dans les caisses. La subvention étatique qui devait venir au mois de février est venue au mois d'avril. Et l'hôpital qui régénait quand même certaines ressources n'en peut plus aujourd'hui parce qu'il y a un grand trou qui est là. Monsieur vient avec la carte, la CMU, il se fait soigner, il s'en va. L'État ne rembourse pas. Ils sont combien qui se font soigner par la CMU? L'État ne rembourse pas. Donc tout ce que l'argent que les hôpitaux devaient engager pour s'autofinancer rentre dans ce trou de la gratuité. C'est la catastrophe. Mais qu'il rembourse, bon Dieu, l'argent qu'il doit aux hôpitaux, l'argent qu'il doit aux pharmaciens, il n'a qu'à les rembourser. Aujourd'hui, les pharmaciens même refusent en vous disant qu'on n'a pas ce médicament. Vous vous retournez, monsieur vient avec la même ordonnance, il achète l'argent, on lui vend. Mais c'est des citoyens, ils doivent vivre. Mais comment l'État peut se transformer en dinosaure pour venir pomper et essayer de soigner son image de marque et qui ne rembourse pas pour permettre également aux hôpitaux, à la santé de fonctionner? Donc la question est là. Donc je pense que du côté de la santé, ça a été un échec total. Lamentable même. Au niveau de l'éducation. Regardez ce qui se passe. Ne pouvant pas caser les étudiants l'année dernière, est allé contracter avec les universités privées et n'a pas payé. Aujourd'hui, les universités privées vont mettre dans la rue les étudiants. Mais voilà l'État qui ne paye pas. Mais quel est ce mauvais payeur là, l'État là?
Mais vous n'avez jamais entendu un ministre gréver parce qu'ils n'ont pas de salaire? Un député gréver parce qu'ils n'ont pas de salaire? Ah, ils se servent d'abord. Ensuite, maintenant, s'il y en a assez, le peuple en avant. S'il n'y en a pas assez, tant pis. Mais soyons sérieux. Regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Pour avoir le parfum d'un député, on veut se partager 10 millions. Mais donc, pour avoir le parfum d'un ministre, combien on va se partager? Il a fallu que le peuple ait un défenseur à l'Assemblée nationale. Un stoppeur unique. Pour dire non. Ça ne se passera pas de mon vivant à l'Assemblée nationale. C'est Ousmane Sonko. Et grâce à Ousmane Sonko, aujourd'hui, toi et moi et tous les Sénégalais, nos 10 millions ne sont pas dilapidés. Voilà un citoyen qui veut qu'on lui confie les biens de la République pour pouvoir quand même faire une bonne répartition dans un système qui permettra à tout un chacun de pouvoir avoir au moins de quoi survivre. Regardez l'eau à Dakar. Depuis quand le Sénégal a eu un problème de l'eau? L'eau, source de vie. On n'a jamais eu un problème d'eau aussi criard dans la capitale nationale. Et dans le monde entier, aujourd'hui, les yeux sont braqués devant le Sénégal qui était une référence dans le système de distribution d'eau. Mais aujourd'hui, les gens ont attrapé le mâchoire, garlé, étonné. Comment le Sénégal, qui a la grande bouche à travers le monde, champion de développement, se retrouve pénalisé dans l'incapacité de distribuer l'eau au Sénégalais? De l'eau potable. C'est dommage. C'est dommage. S'ils ne peuvent pas, au lieu de détraquer le système, ils n'ont qu'à simplement dire aux Sénégalais au revoir, donner à qui mieux pouvoir gérer ce système. Et je pense que c'est Ousmane Sonko. C'est justement cette affaire de l'eau, hein, les Dakarois sont vraiment dans le désarroi aujourd'hui. Et peut-être la difficulté réside dans le fait qu'il n'y a pas encore d'assurance par rapport à la fin de cette situation. Mais c'est l'incapacité. La solution, c'est quoi? Qu'il dégage. Il ne peut pas. Et il ne pourra pas. Il a tout remis aux Français. Je n'ai rien contre les Français. Mais la SDE a été divisée entre la production et la distribution. Le problème, c'est dans l'intérieur. Les Sénégalais doivent être libres, indépendants dans certains secteurs pour gérer leur secteur. C'est vital, l'eau. L'eau est vitale. C'est un droit. Mais aujourd'hui, on est très passif. Mais ailleurs, on se ressort dans la rue, aller au palais, aller puiser l'eau au palais. C'est pas normal. Macky n'a jamais connu le manque d'eau de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est. Donc aujourd'hui, il fait souffrir des millions de Dakarois, et surtout à Dakar, où on ne peut pas creuser un puits. Ailleurs, on a des puits. Mais à Dakar, tu manques d'eau. Mais c'est dommage. Hein? Voilà, donc Raphaël Bassène du PASTEF, merci. Nous étions avec Raphaël Bassène du PASTEF, guide chargé de la massification du PASTEF au niveau de la coordination régionale de Ziguinchor. Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir accepté de débattre avec nous des questions d'actualité régionale, mais également nationale. Dans un instant, c'est Amadou Khalilou Diémé qui s'installe avec vous. C'est pour son émission Au cœur du débat. Merci à Albert Gomis qui a assuré les opérations techniques et à Cheikh Goudiaby au niveau des opérations digitale de cette émission que vous avez pu suivre sur Facebook. Nous nous excusons auprès de nos internautes qui ont réagi, mais on n'a pas pu donc lire un peu leurs commentaires faute de temps. Mais la prochaine fois, on va aménager le calendrier pour véritablement pouvoir lire leurs réactions. Merci et bonne suite des programmes sur Génération FM.